Dans les années 1920, à New York, un quartier devient le centre d'un bouleversement culturel majeur. Ce quartier, c'est Harlem. Mais avant d'être un symbole, avant d'être un mythe, Harlem n'est qu'un lieu. Un quartier au nord de Manhattan fait de briques rouges, de rues étroites et d'immeubles fatigués par le temps. Rien ne laissait présager que cet endroit deviendrait l'un des foyers culturels les plus influents du XXe siècle. Et pourtant, à une époque marquée par la ségrégation raciale, la pauvreté, les violences, les humiliations quotidiennes, des artistes afro-américains décident de prendre la parole. Ils vont parler à travers les mots, les sons, les couleurs, les idées. Ce mouvement portera un nom, la Harlem Renaissance. Il ne s'agit pas seulement d'un courant artistique. C'est un moment clé, un réveil collectif, une déclaration d'existence. Pour comprendre la Harlem Renaissance, il faut revenir en arrière. Au début du XXe siècle, les États-Unis sont une nation divisée. Officiellement, l'esclavage est aboli depuis 1865. Mais dans la réalité, la liberté reste incomplète. Dans le sud du pays, les lois Jim Crow imposent une ségrégation stricte. Écoles séparées, transports séparés, hôpitaux séparés, vies séparées, les Afro-Américains sont privés de droits civiques. Le droit de vote leur est souvent refusé. Les violences raciales sont fréquentes, les lynchages sont publics, impunis. Vivre noir en Amérique, c'est vivre sous la menace constante. Alors beaucoup décident de partir. Entre 1916 et 1930, plus de 6 millions d'Afro-Américains quittent le sud des États-Unis. Ils montent vers le nord, vers Chicago, Détroit, Philadelphie et surtout New York. Ce mouvement historique est appelé la Grande Migration. Ils fuirent la terreur, mais ils cherchent aussi quelque chose d'autre. Le travail, la dignité, la possibilité de rêver. Harlem devient l'un des principaux lieux d'accueil. À l'origine, Harlem était un quartier blanc, bourgeois, mais une crise immobilière provoque un abandon massif. Les Afro-Américains s'y installent, rapidement, massivement. En quelques années, Harlem devient la plus grande communauté noire urbaine au monde. Harlem n'est pas riche, les logements sont surpeuplés, les salaires sont bas, les discriminations existent toujours. Mais Harlem possède quelque chose de nouveau, une concentration de talents. Pour la première fois, des écrivains noirs vivent côte à côte. Des musiciens se croisent chaque nuit, des penseurs débattent dans les cafés, les appartements deviennent des salons littéraires improvisés. On y parle politique, identité, histoire, avenir. Harlem devient un laboratoire culturel. La littérature est le cœur battant de la Harlem Renaissance. Jusqu'alors, les Noirs américains étaient décrits par d'autres, souvent caricaturés, réduits à des stéréotypes. Désormais, ils prennent la plume. Langston Hughes. Langston Hughes écrit comme on respire. Il parle du quotidien, des rues, du jazz, de la fatigue d'être noir. Ses poèmes sont simples mais puissants. Il écrit pour le peuple, pas pour les élites. Zora Neale Hurston. Zora Neale Hurston raconte la vie des femmes noires, leur force, leur voix, leur complexité. Elle refuse la honte, elle célèbre la culture populaire noire, les dialectes, les traditions orales. Claude McKay. Claude McKay, lui, écrit avec colère. Il dénonce le racisme, la violence, l'injustice. Sa poésie est un cri maîtrisé, un cri politique. Pour la première fois, les Afro-Américains écrivent leur propre histoire, avec leurs propres mots. Si Harlem avait une voix, ce serait le jazz. Le jazz est né dans le sud, mais à Harlem, il explose. C'est une musique libre, improvisée, indisciplinée. Elle refuse les règles strictes, comme ceux qui la jouent. Duke Ellington au Cotton Club, Duke Ellington dirige son orchestre. La musique est élégante, complexe, audacieuse. Même si le club était réservé aux Blancs, la musique noire conquiert le monde. Louis Armstrong apporte l'âme. La trompette devient une voix humaine, rieuse, triste, vibrante. Billie Holiday chante la douleur, l'amour brisé, la solitude. Sa voix porte les blessures d'un peuple. Le jazz dépasse Harlem. Il traverse l'Atlantique. Il influence l'Europe, l'Afrique, le monde. La Harlem Renaissance, ce n'est pas que des mots et des sons, c'est aussi des images. Des peintres comme Aaron Douglas représentent des corps noirs forts, fiers, majestueux. Des photographes immortalisent Harlem. Les visages, les rues, les rêves, l'art visuel devient un acte politique. Montrer la beauté noire, c'est refuser l'effacement. La Harlem Renaissance n'est pas un mouvement naïf. Des intellectuels comme V.T.B. Dubois affirment que l'art doit servir la lutte. Pour eux, la culture est une arme. Pas une arme violente, mais une arme symbolique. Créer, c'est résister. S'exprimer, c'est refuser le silence imposé. Mais tout n'est pas idéal. Certains artistes dépendent de mécènes blancs. D'autres sont censurés. Certains reprochent au mouvement d'être trop élitiste. Et puis, en 1929, la crise économique frappe. Les financements disparaissent. Les clubs ferment. Les artistes peinent à survivre. Peu à peu, la Harlem Renaissance s'essouffle. Même si le mouvement décline, son impact est immense. La Harlem Renaissance a changé l'histoire culturelle américaine.
Elle a redéfini l'identité noire. Elle a inspiré les mouvements pour les droits civiques. Elle a ouvert la voie à James Baldwin, Malcolm X, Nina Simone. Elle a prouvé une chose essentielle. L'art peut être une révolution pacifique. Aujourd'hui encore, Harlem reste un symbole. Celui d'un moment où une communauté a décidé de se raconter elle-même. Avec ses blessures, sa fierté, sa beauté. La Harlem Renaissance n'est pas qu'un chapitre d'histoire. C'est un rappel. Quand on prive un peuple de parole, l'art devient sa voix. Et cette voix, personne ne peut l'éteindre.